Alors peut-être que je ne me trompe pas dans l'identification. Sacha Schulz, c'est sa responsable technique. Pardon, excusez-moi. Pop, pop, pop. C'est ça, on est d'accord. Donc Noélie Clavier, Hospice Civil de Lyon. Bonjour Noémie. Fabrice Panlet, Chief Data Innovation Officer chez Ramsay Santé. Stéphane Darmoni, PEPH Santé Numérique au CHU de Rouen. Samantha Padelou, qui est au milieu, donc c'est Pauline Touche d'abord, responsable de l'unité data hôpital Foch. Samantha Padelou de chez Elsan, et puis Sacha Schulz et du Healthcare Data Institute, j'avais oublié, et Sacha Padelou au CHU de Brest, responsable technique de l'entrepôt de données de santé. C'est pas ça? Non. Sacha Schulz, j'ai dit, pardon, excusez-moi, désolé. Ça y est, on y est. Alors, ce que je vous propose peut-être pour commencer, je reprends mon pitch, c'est de me donner peut-être 3 exemples à travers 3 de vos établissements de, je dirais, partenariats réussis, en tous les cas partenariats en cours d'action avec des startups du numérique. On commence avec vous, Noéline, si vous voulez bien. Le micro est là. Ça marche, bon. Alors, je m'excuse pour toute approximation que je pourrais faire dans cette table ronde. J'ai rejoint la direction de l'innovation des HL il y a quelques semaines. Voilà, je vais vous parler d'un projet dont j'ai moi-même juste entendu parler. Mais les HL ont collaboré avec une start-up qui faisait un dispositif médical de dépistage du mélanome pour les médecins non spécialistes, voire même certains types de soignants. Et les HL ont mis à disposition une base de données segmentée d'imagerie médicale et annotée par des dermatologues. Ça a été une des plus grandes réussites parce qu'on est arrivé... la collaboration avec les HL s'est faite tout de suite après la levée de fonds de la start-up. Donc, effectivement, il n'y a pas eu d'enjeu de solvabilité à ce moment-là. Voilà, la start-up a les idées très claires sur l'accompagnement dont elle avait besoin, notamment pour le marquage CE de son DM. En interne aux HL, on a réussi à mettre en place une vraie dynamique pour motiver les médecins qui ont participé à la notation de la base, donc avec une valorisation de leur temps, une rémunération de leur temps de travail. Donc tout ça a fait que le projet a pu être mené à bien, les échanges ont été fluides, voilà, les attentes étaient claires des deux côtés. Et l'équipe motivée, donc ça a été très rapide. On a aussi pu s'appuyer en interne, et j'en parlerai peut-être un peu plus sur les questions d'après, mais on a une structuration qui est un peu particulière aux HCL, avec une direction de l'innovation qui est séparée de la direction de la recherche en santé, ce qui est un peu novateur dans les établissements de santé comme les nôtres. Et ça nous permet d'avoir des compétences un peu transverses, et notamment, on a des compétences en interne de data science, data engineering, qui ont permis d'appuyer ce projet-là et de rebondir sur certains obstacles qu'il y a eu dans le parcours. Voilà. Investissement, partenariat, collaboration, agilité, hein, globalement, Voilà. c'est 3 mots-clés pour moi. Ouais, on peut résumer ça comme ça. Tout à fait. Stéphane Darmoni, si vous voulez bien, même chose, donc un projet emblématique. Ok. Donc, en premier lieu, il faut que vous sachiez que je ne suis pas un hospitalo-universitaire tout à fait standard parce que, en fait, au sein de notre équipe, on a développé une dizaine de logiciels. On a fait une dizaine de déclarations d'invention, dont 4 ont été déjà commercialisés. Donc, en fait, je vous avoue que je n'avais pas compris, mais on avait créé une start-up au sein de l'hôpital. Alors, en passant, une start-up à l'intérieur d'un hôpital, c'est un oxymore absolu. Nous, on va assez vite, et eux, ils vont à 2 de temps. Donc, ça pose d'énormes problèmes. Et donc, vous avez compris que j'ai été détesté au CHU de Rouen, ce qui est tout à fait vrai. Alors, pour aller plus sérieusement avec une expérience, donc en fait, ce qui s'est passé, alors c'est pas du tout, là, c'est une expérience avec une start-up des Hauts-de-France, enfin du nord de la France, oui, Hauts-de-France, qui s'appelle Alicante, qui a commercialisé nos outils, et c'était assez difficile puisque on avait notre propre vision stratégique de développement, et c'était pas la même que celle de la société. Je vais vous expliquer. Eux, ils sont toujours d'ailleurs centrés sur l'optimisation du PMSI, et nous,
on avait des outils sémantiques et on démarrait notre stratégie d'entrepôt de données de santé et on s'est malheureusement, cette partenariat s'est arrêté puisque on a eu ce différent stratégique. Mais ceci dit, pendant plusieurs années, c'est eux qui ont commercialisé nos outils auprès d'industriels parce que, soyons très très clairs, c'est pas la finalité d'un service de santé numérique de commercialiser ses propres outils, bien que accessoirement j'ai créé une Pico Startup, mais on est incapable de vendre nos outils. Il y a une infrastructure lourde à mettre en place. D'accord. Stéphane, là, ce qu'on voulait, c'était évoquer plutôt une réussite, parce que l'échec, c'était la question d'après. Non, Là, mais c'est quoi? C'est l'échec ou la réussite? Non, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant 4 ans une réussite qui s'est finalisée. C'est-à-dire qu'il y a eu objectivement des ventes d'outils. Enfin, je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a 4 ou 5 hôpitaux à Valenciennes. Enfin, il y a eu des gros hôpitaux qui ont utilisé nos outils. D'ailleurs, je me permets encore... il y a un des 3 partenaires qui ont parlé de... Je crois que c'est toi qui parlait d'annotation sémantique d'un compte-rendu en 30 secondes, juste avec des outils un peu plus rapides. Nous, on est à 6 millisecondes. Donc, voilà. Mais pourquoi ça? C'est parce que quand tu as 24 millions de comptes-rendus, on fait tourner la machine 24 heures. Et je me permets aussi de faire une petite parenthèse. Je sais pas, si vous déposez des dossiers aujourd'hui, l'ANR, par exemple, elle vous demande un plan vert, entre guillemets. C'est ça, l'Agence nationale de la recherche. Oui, pardon. Et l'Agence nationale de la recherche vous demande un plan de combien vous dépensez de watts dans vos outils. Et quand on fait tourner 24 heures bon, c'est des grosses machines en plus. Hein. Donc, par exemple, si on prend, tu vois, ta solution à 30 secondes, tu mets 50 jours et donc voilà, je prends juste, je voulais t'en parler, mais bon. Ouais, juste une précision, Stéphane. Oui. Les annotations sémantiques, c'est quoi? C'est faire communiquer. Non, c'est ce qu'il a présenté, c'est-à-dire tu prends un document et l'outil t'extrait les concepts médicaux pour pouvoir interroger ensuite. C'est du traitement automatique de la langue, du NLP en anglais, et objectivement, les outils d'IA, génératifs ou pas d'ailleurs, pourront nous amener des... Aujourd'hui, on n'a pas... on a des technos très anciennes qui marchent, donc on verra. Fabrice, alors, vous, chez Ramsay Santé, un exemple également de collaboration réussie avec une startup. Alors, comme exemple, je vais vous citer la collaboration qu'on a avec une entreprise qui s'appelle Lifen, qu'on a accompagné assez tôt et qui, en fait, maintenant est une grande structure. Quasi licorne aujourd'hui. Voilà, une très belle structure. Ouais. Et en fait, qui avait proposé tout au départ un outil qui s'appelait Lifen Document et qu'on a intégré et qui, en fait, remplaçait l'imprimante par une messagerie sécurisée. Donc, en fait, ce qui se passe bien et ce qui a bien fonctionné, c'est que la start-up, elle a démarré par quelque chose d'assez précis et pas trop large, très précis sur un use case particulier qui correspondait à notre besoin. Et ça, pour tous les chefs d'entreprise là dans la salle, c'est vraiment le message, c'est regardez pas trop large. Là, ils avaient un cas d'usage très précis. Et ensuite, on a eu une collaboration, je dirais, intelligente, où eux ont commencé à bien nous connaître, à voir où est-ce que dans nos process, ils avaient de l'expertise. Et donc, on a eu confiance en eux. Ils ont proposé des choses. Ils nous ont proposé des choses quand ils étaient relativement matures quand même. Ou alors, ils disaient clairement, on va essuyer les plâtres, et c'était le deal. Et là, on fait du crédit impôt recherche. Il y a tout un tas d'outils pour vraiment se lancer dans l'aventure. Mais donc, pour démarrer, pour une relation dans des grands groupes comme les nôtres, 400 établissements en Europe, l'idée c'est d'être très focus en fait sur un sujet, de montrer que ça marche, et après quand on se connaît, là on peut co-construire ensemble, et c'est l'expérience qu'on a eue avec Lifen. Grandir ensemble, globalement. Ouais. J'en ai d'autres plus petites entreprises. Une ou deux, avec plaisir. Voilà. On est un groupe aussi européen, on essaie beaucoup de faire des passerelles, donc on travaille beaucoup dans les pays nordiques, et on a des entreprises comme Doctrine, qui est un outil d'échange et de communication avec les patients pour les accompagner, qui fonctionne très très bien au Danemark, qu'on a déployé en Suède ensuite, et là qu'on est en train de tester en France. Et là aussi, on a commencé tout petit avec eux sur quelques cas précis au Danemark, et puis en fait on s'est rendu compte et on a co-construit avec eux, et quelque part dans la relation, et pour les startups qui souhaitent travailler avec des groupes comme le nôtre,
L'idée, c'est pas de faire un Big Bang, le gros coup, où tout d'un coup, les 400 établissements utilisent leur solution. C'est plutôt de co-construire avec eux leur offre, qui souvent se transforme au fur et à mesure qu'on avance ensemble. Et par contre, elle prend du poids dans notre empreinte d'écosystème. Ces offres qui sont bien ciblées, effectivement, vous faites d'abord un état des lieux dans les 400 établissements pour voir là où c'est pertinent ou pas, je suppose. Parce qu'il y a aussi une histoire d'efficience économique dans l'application de ces solutions. Alors ça, oui, il y a ça. En fait, en effet, à chaque fois, et alors c'est peut-être aussi sur les critères, comment on choisit les startups. Oui. L'idée, c'est qu'en effet, il faut toujours un porteur, mais parfois le porteur, c'est pas moi qui vais scanner les 400 établissements. En fait, c'est chaque établissement qui a aussi son autonomie, et on essaie, nous, par contre, de faire du partage d'expérience. Et après, de favoriser une start-up qui a réussi dans un établissement, on le distribue, on le fait savoir, et ça sert à d'autres pour partager l'expérience et comme ça construire. C'est la réplication, mais réplication adaptable au cas d'usage précis par établissement, quoi. Voilà. Okay. Et une belle histoire, elle commence dans un petit périmètre, et c'est comme ça qu'on construit, qu'on se connaît. Et c'est aussi très humain, hein. C'est vraiment la confiance avec l'entrepreneur qui promet pas monts et merveilles, parce que ça, on se méfie quand même. Et qui, par contre, sur un cas, montre son expertise. Et là, ça nous rassure. Et là, on a envie d'essayer. Bien sûr. Alors, c'est aussi des échecs qu'on apprend. On va le voir avec des cas de collaboration qui n'ont pas fonctionné entre des établissements et des startups. Pauline, à l'hôpital Foch, vous avez un cas à nous présenter. Alors, vous m'en voudrez pas, je ne vais pas citer un cas particulier. Bien sûr, je vais vous faire un retex voilà. des points de blocage, on va dire, qu'on a rencontrés lors de collaboration. Donc, je pense que le premier point de blocage, ça va être les difficultés techniques, effectivement. Je pense qu'il y a une méconnaissance du système d'information hospitalier, aussi bien logiciel qu'infra. Et comme ça a déjà été expliqué, effectivement, on n'a pas des GPU à l'appel à l'hôpital, par exemple. Donc, il faut aussi développer des choses qui sont en mesure de tourner sur nos systèmes d'information. Il faut bien anticiper toutes les questions, effectivement, comment on va récupérer la donnée, via quel connecteur, les flux. Bien penser à l'interopérabilité d'emblée quand vous allez développer vos modèles, par exemple. Et si c'est des solutions SaaS, aussi penser qu'il va falloir mettre en place des VPN SSL, qu'il va falloir crypter la donnée, parce que c'est de la donnée de santé, qu'il va falloir des hébergeurs HDS. Alors ça paraît logique quand on est dans l'écosystème français, mais quand c'est des startups européennes et qu'on leur dit qu'il faut un hébergement agréé HDS, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et bien sûr. Voilà. Il y a aussi des soucis un peu plus, liés à l'IA pure et dure, de bien penser à ce que l'IA, nous on a testé parfois des IA qu'on n'a pas réussi à généraliser chez nous. Bien penser à l'explicabilité. En santé, c'est hyper important que les professionnels de santé comprennent le résultat qui est proposé par l'IA. Les autres freins qu'on a remarqués parfois, c'est la méconnaissance de nos métiers, du coup parfois des difficultés de communication avec les startups. Donc c'est vrai que quand au sein de votre startup, vous êtes accompagné par un pharmacien, un médecin, enfin peu importe, quelle que soit la spécialité, je pense que ça aide grandement à ce qu'on parle la même langue et à avancer plus vite parce que... Mais il faut prendre du temps pour se connaître, ce qui rallonge aussi les délais de partenariat, je suppose. Oui, mais on a quand même souvent, les startups ont un échéancier aussi, ils lèvent des fonds, il faut qu'ils avancent dans un certain planning. Donc l'objectif, c'est d'être quand même relativement proactif. Un autre warning, je voulais vous faire effectivement concernant la réglementation. On se rend compte que d'une startup à l'autre, vous n'avez pas du tout les mêmes niveaux de connaissances. Et parfois, vous arrivez avec des demandes et on est perçu, nous, établissements de santé, comme parfois un frein parce qu'on vous dit, attention, la réglementation en France, la loi informatique, le RGPD, c'est ça, 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 ça. Et idem dans les contrats quand on discute de propriété intellectuelle. Donc, tous ces points-là, si vous pouvez les avoir en amont et que ce soit clair, ça va fluidifier les échanges. Est-ce que ça peut être un no-go parce que vous n'avez pas le temps, pas les ressources, parce que vous n'êtes pas non plus, je dirais, accompagnateur de projet, je veux dire. Alors, ça dépend effectivement de l'intérêt de la politique à l'hôpital, des axes prioritaires. Il y a effectivement des projets qu'on va prioriser par rapport à d'autres. Et je pense que c'est hyper important aussi pour vous, parce que vous savez tous, en général, les startups lever des fonds, mais de mettre en place un business model relativement mature dès que vous le pouvez, assez tôt en amont, d'anticiper, parce que les hôpitaux, on n'a pas non plus les mêmes moyens que les big pharma et autres, donc faut anticiper tous ces points. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu de l'innovation, justement, ne faisant pas aboutir certains de ces projets aujourd'hui ?
Non, on apprend aussi en tombant et en grandissant. Donc même nous, côté hospitalier, on a changé notre process pour justement mieux accompagner, proposer une offre de service. Donc on a rebondi en fait. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant. Est-ce que le HDH peut être une sorte de médiateur de communication entre vous et les startups ou c'est pas le cas? Alors honnêtement, à l'heure actuelle, j'ai pas eu de cas d'usage. D'accord. Maintenant, Pourquoi pas fermé. Ok. Voilà. Stéphane, du coup, un vrai cas d'échec alors cette fois. Plus près le micro. Ouais, celui-là, il marche. Donc en fait, là, je vais vous raconter, ça a duré 5 ans à peu près. Donc c'était une personne qui arrivait, qui avait créé, ça, on va juste parler de, c'était de la bioinformatique, on va dire, pour rester très large. Donc le type est arrivé chez nous tout seul, et il avait une thématique de cataloguer tout ce qui existait en bioinformatique. Il s'avère que ça fait presque l'année prochaine, je vous invite d'ailleurs le 3 février 2025, on fêtera les 30 ans de SysMef. On a développé plein d'outils pour cataloguer la littérature grise. Donc très vite, on a eu un fit. Alors il y a aussi ça, hein, j'ai oublié de l'en parler, c'est il faut trouver les domaines où on peut discuter, quoi. Et donc on a essayé, alors là pour le coup je dirais un peu ce que vous avez dit monsieur, humainement, parce qu'il était normand, donc je crois qu'il connaissait des gens chez nous. Bon, bref. Donc, il y a eu l'humain qui est apparu et on a essayé de l'aider. Et je vous la fais courte, ce type a levé. Ils sont arrivés à 50 personnes. Donc, on était super contents pour lui. Ils ont acheté une licence de nos outils. Bon, tout va très bien. Et puis, alors ça, c'est un point que je voulais vous dire de façon générale. Ne commencez pas trop vite à créer... à demander des bourses CIFRE avec des universitaires. Alors c'est très bien de le faire, mais faites attention. Donc je vous raconte la suite, c'est que la boîte n'a pas trouvé son marché et elle a explosé en vol. Et j'ai très mal géré. Donc la personne qui était en fin de thèse a dû quitter la société, quitter la région, et on n'a pas su, je prends ma part de responsabilité, on n'a pas su gérer à distance ce doctorant. Et on a fait 2-3 très très beaux papiers sur Word2Vec justement, mais il n'a pas passé sa thèse, quoi. Donc pour moi c'est un échec majeur. Donc voilà, voilà l'expérience dont je voulais parler. Mais quels enseignements on en tire justement pour pas que ça se reproduise? C'est quoi, on n'en reçoit pas 50 déjà? Quand on envoie 50, on se méfie? C'est clair qu'on n'en reçoit pas 50. C'est clair que, alors moi j'ai un gros défaut, hein, j'ai pas les bons gènes pour monter une boîte. Je suis un affectif, donc il y a eu ce type, il vivait dans sa cave, donc on l'a aidé. Au bout de 3 ans, c'était le roi du ferment, c'était le roi du pétrole en Normandie. Il a été relativement agréable avec nous, c'est-à-dire qu'il nous a pas. Donc ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de gros problèmes, mais si vous voulez, ce que disait Madame est tout à fait juste. Il y a vraiment un problème de temps. Il y a un vrai. Moi, je crois que c'est les notions humaines. Alors, je vais pas. Un mot sur la troisième question, c'est les critères. Alors, bon, moi, je suis académique, donc vous allez me prendre pour un fou. C'est l'éthique et la probité, ce qui était le cas en plus. On développera après, Stéphane, si vous voulez bien. Excusez-moi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que le facteur humain, notamment, travailler avec Stéphane d'Harmonie, il faut. Ça doit être chiant. Voilà, on a bien compris. Ça doit être chiant. Je ne tape plus mes étudiants. Ah, ça, félicitations. Oui, je tiens à le dire collectivement. Je ne tape plus mes étudiants. Bravo. La médecine du travail m'a dit, ça suffit. J'ai arrêté. Merci. Stéphane Schulz, avec vous, justement, on va développer. Alors, attendez, oui, non, Sacha, oh là là, mais c'est moi. Non, je suis absolument désolé, excusez-moi. Quand je me trompe une fois, je me trompe 3 fois. Est-ce que le micro marche ou pas? Non. Bon. On essaye l'autre. Il y en a un autre? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Okay, super. Alors, justement, les critères d'appréciation d'un éventuel partenariat avec les startups, qu'est-ce que vous regardez en premier, en second, et dans quel ordre? Alors, du coup, nous, on a une équipe assez récente au CDC de Brest, hein, qui est une unité data où on s'occupe aussi bien de bioinformatique et de l'entrepôt de données de santé. Et donc, pour répondre à cette question, on a vraiment défini 4 points. On va appeler ça la règle des 4 R. Hein. Et ça va, en suivant ces points, ça va permettre d'éviter justement les écueils que vous avez cités tout à l'heure. Le premier, c'est vraiment la réglementation. Hein. Comprendre la réglementation. Moi, je ne suis pas un expert, mais un minimum sur le RGPD, etc. Parce que moi, j'ai déjà vu des boîtes qui nous demandent est-ce qu'on pourrait avoir toutes vos données, nom, prénom, patient, adresse, numéro de téléphone. OK. On leur fait passer une sorte de grand oral?
pour vérifier, c'est ça? En fait, il faut. De toute façon, c'est simplement à la rencontre avec la startup qu'on échange, etc. Et quand ils vont nous faire une démo. Et c'est là, en principe. Donc là, heureusement qu'on a des DPO qui permettent justement de régler ça. Alors, plus important que la réglementation de mon point de vue, c'est on peut faire des trucs qui sont dans les règles, mais qui ne sont pas sécurisés. Donc là, c'est vraiment le deuxième point, c'est la sécurisation des données de nos patients. Et ça peut être un frein, mais il y a toujours une solution à trouver. Alors moi, je prends toujours l'exemple, vous utilisez probablement la plupart de vous Gmail. Voilà, moi j'utilise ProtonMail. Au final, quand on regarde les deux outils, c'est la même chose. C'est un logiciel, une boîte mail. La différence, c'est que avec Gmail, vos messages, ils vont être stockés en clair chez Google. C'est-à-dire que Google va valoriser vos données en faisant ce qu'il veut avec vos mails. Alors que pour moi, ProtonMail, il va par exemple, vous allez me dire, je fais de la pub pour, c'est devenu je vous rassure, ProtonMail, c'est devenu une société à but non lucratif. Ça va sauvegarder vos mails, mais chiffrés, et le déchiffrement se fera côté utilisateur. Donc typiquement, une start-up n'a pas forcément besoin d'avoir, par exemple, le numéro de téléphone ou l'adresse du patient. Par contre, elle peut le sauvegarder de façon chiffrée et le restituer au clinicien qui, depuis son navigateur, va pouvoir faire le déchiffrement GPG, par exemple, et pouvoir déchiffrer. Donc là, tout ça, ça fonctionne. Donc voilà. Donc j'ai dit les 2 points. Le troisième point, pour moi, qui est aussi très essentiel, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que quand on fournit des données, il faut pouvoir que ça aille dans le sens inverse aussi. Alors moi, je prends deux solutions qu'on a à l'hôpital. Une solution que j'adorais, ils avaient fourni un logiciel, on envoyait les données. Et en plus, qu'est-ce qu'on avait? Nous, en tant que data scientist, on avait une API REST, on avait plein d'outils pour faire des plugins, consommer les données. On avait tout pour pouvoir récupérer les données. C'est-à-dire, on leur donnait les données, ils font des analyses et nous, on peut les récupérer aussi. Et comme ça, il y a vraiment un échange entre les deux. Et au contraire, on a d'autres boîtes, ça va être, on leur donne les données. Par exemple, je pense à une société où on envoie des données sur Cloud et ils nous envoient juste un rapport PDF et toutes les données qui ont été préprocessées, qui pourraient avoir un intérêt pour nous, par exemple. Donc là, on ne peut pas les récupérer. Donc là, ça m'embête plus qu'autre chose. Sûr. Et le quatrième point, ça, je vais le répéter 4 fois, 5 fois, 6 fois, les standards, les standards, les standards, les standards, les standards. C'est-à-dire que avant de créer un logiciel, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas la peine de créer le logiciel. Le plus important, c'est pas la technique, comment est fait votre logiciel. Le plus important, c'est les protocoles de communication standards, open source et libres. Parce que ça va faciliter la vie de tout le monde. Aussi bien nous, par exemple, dans notre DS, on est en train de mettre une couche au MOP et même peut-être Fire, mais on n'a pas encore commencé. Ce sont des protocoles standards ouverts. La startup, si elle respecte ces protocoles, elle se plug comme une prise, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes à cause de ça, vous l'avez dit, plein de problèmes d'interopérabilité. Pourquoi? Parce que personne ne respecte les putains de standards. Bien sûr. Sacha, durant la menée du projet, est-ce que vous demandez un droit de regard sur l'application de ces 4 R, qui ne sont pas 4 R d'ailleurs, c'est 2 R et 2 S. Oui, je sais, mais c'est la blague. RRSS. Mais il y a un R. Non, pardon. Non, mais c'est bien les 4 R, moi je trouve ça sonne bien, mais est-ce que du coup vous leur demandez d'avoir un retour pour vérifier que c'est bien appliqué? Alors, vu que souvent, aujourd'hui, parce que vous savez que les unités data, les EDS, c'est quelque chose de très récent, il y a encore beaucoup. Avant, la relation, c'était plutôt la société qui vend directement à l'hôpital via la DTSN, enfin la DSI, le service informatique. Donc ça passe par là. Les unités data, c'est vraiment quelque chose de nouveau, et j'en parlerai tout à l'heure, de l'intérêt. Du coup, nous, ce qu'on a fait, on a fait justement un guide, un README pour les DTSN, pour dès qu'ils ont à échanger avec des startups, etc., qu'ils essaient de suivre ce guide et qui doivent répondre à ces questions. Parce que les DTSN sont, on va dire, les compétences des DTSN ne vont pas forcément au niveau de la technicité du logiciel, de la sécurité, etc. Donc ça, c'est des capacités que nous, on a dans les unités de data, justement. Ouais. C'est contractualisé, tout ça, et donc opposable ou pas? Alors, pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est juste un fichier Markdown qu'on a partagé. Ok, merci Sacha. Samantha, même question. Vos critères de choix, de sélection, d'accompagnement, de croissance partagée avec les startups chez Elsan? Déjà, peut-être la première chose, ça fait déjà plusieurs années que le groupe Elsan s'est organisé pour créer un lien privilégié avec les startups.
On a 140 établissements qui sont répartis partout en France, et donc l'innovation et finalement le rôle des startups pour nous est extrêmement important pour apporter de nouvelles solutions pour les prises en charge, pour nos collaborateurs, pour rendre des services à nos médecins. On a une direction de l'innovation qui existe depuis plusieurs années et qui rencontre entre 2 et 3 startups par semaine. Ça fait à peu près 150 startups rencontrées par an, et on a déjà plus de 30 partenariats qui sont signés avec des niveaux de maturité qui sont différents. Et on essaye d'être visible et actif dans l'écosystème. Donc notre direction de l'innovation participe à des jurys, on organise des événements. Donc on essaie d'être assez actif déjà pour être identifié et pour créer ce lien de manière facilitée. Et c'est vraiment son rôle ensuite de faire le lien entre la start-up et les différents métiers finalement qui vont avoir un cas d'usage pour les produits qui sont développés. Comme on est sur un événement data, je pense que c'est important de dissocier 2 cas d'usage parce qu'on parle de partenariat, mais le partenariat, c'est assez large finalement. Et donc, nous, on essaye de distinguer l'objectif du partenariat. Est-ce qu'on est sur un partenariat de commercialisation ? C'est-à-dire finalement, il y a un produit qui existe et on cherche à le déployer. Et dans ces cas-là, on est plutôt dans une logique de cadrage du besoin, pilote, déploiement avec une ambition commerciale et d'accompagnement sur la viabilité économique de la start-up. Ou est-ce qu'on est surtout sur un partenariat de R&D ? Et dans ces cas-là, on va accompagner à travers divers services pour aller obtenir un marquage CE, obtenir un remboursement, être conforme à la réglementation. Et on fait vraiment une dissociation extrêmement forte déjà sur le niveau de maturité. Et c'est la première question qu'on va poser. Quel est l'objectif ? Quel est votre stade de maturité ? Et il peut y avoir des confusions, donc c'est vraiment pour nous très important de dissocier. Et chez nous, ce ne seront pas forcément les mêmes interlocuteurs non plus. Si on est sur un partenariat avec un startup qui a déjà un produit, on va plutôt être directement dans les relations avec les directions médicales, les cliniciens, les établissements et les services de mise en œuvre. Si on est sur un partenariat de R&D, on va faire le lien avec soit la direction des data, soit la direction de la recherche, avec un grand support finalement juridique, réglementaire, SI, compliance. Excusez-moi, il n'y a pas un risque quand même de perdre la start-up quand il y a une multiplicité d'interlocuteurs qui peuvent avoir des approches, des sémantiques différentes, ou peut-être même des intérêts qui ne sont pas tout à fait alignés. Alors, je ne dis pas que c'est le cas chez vous, mais je vous pose la question. C'est pour ça que justement, on a une direction de l'innovation qui parle aux startups, qui vient même du monde de la valorisation, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des besoins spécifiques, et c'est cette personne-là, en fait, qui est l'interlocuteur privilégié et qui navigue et qui fait ce rôle de gestion de projet. Sinon, effectivement, c'est impossible de s'y retrouver dans une organisation. Donc, on a une direction de l'innovation, c'est le contact privilégié, et après, c'est elle qui fait le lien et justement qui va creuser sur les besoins. Et après, sur nos choix, finalement, je peux que adhérer à ce qui a déjà été dit précédemment. Le premier point qu'on va vraiment regarder, c'est le besoin, c'est quoi le cas d'usage auquel on va répondre et qu'est-ce qui va vraiment créer de la valeur. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on passe vraiment beaucoup de temps là-dessus parce que finalement, c'est ça qui va faire en sorte que derrière, le produit sera un succès. Donc, est-ce que c'est un besoin médical, organisationnel, conformité ? À quoi on va répondre finalement comme besoin métier ? Après, évidemment, est-ce que c'est en ligne avec la stratégie Elsan et notamment notre projet médical ? Voilà, il y a des aires thérapeutiques où on est plus présent et qui sont prioritaires. Le respect des normes de sécurité et du RGPD, ça c'est vraiment un point critique et souvent on a des interprétations assez différentes en fait de ces enjeux réglementaires. Et voilà, en tant qu'acteur du soin, c'est aussi dans notre devoir en fait de mettre à disposition des produits qui respectent la réglementation, qui respectent le RGPD. Donc on est souvent très accompagnant sur ces notions-là. Et parfois, certaines startups nous disent, pour aller plus vite, en fait, on ne fait pas comme ça. Du coup, nous, ça nous pose derrière pas mal de difficultés. Évidemment, après, c'est la visibilité sur la roadmap. Clinique, produit, financière, réglementaire, puisqu'en fait, c'est quand même une histoire qu'on écrit dans la durée, donc il faut aussi que derrière, la start-up soit suffisamment solide pour pouvoir mener l'aventure jusqu'au bout, puisqu'en fait, on va tous y passer du temps. Et voilà, et on travaille le modèle économique et comment ça va s'intégrer derrière dans les soins. Ce qu'il faut voir, c'est que la start-up arrive avec un produit ou co-développe avec nous un produit, mais derrière, in fine, ce sera une réussite si ça s'intègre dans une organisation existante en la faisant évoluer. Donc ça s'intègre avec les outils et ça s'intègre aussi avec les hommes. Alors, si j'ai bien compris, dans les points, je dirais peut-être d'échec potentiel, il y a le niveau de maturité de l'entreprise. Il y a aussi la question du financement pour pouvoir développer ces projets sur le long terme jusqu'au marché. Et puis, ne pas convaincre la start-up qu'il faut aller à la bonne vitesse, si j'ai bien compris.
Oui, après, nous, on est quand même assez agile et assez rapide. C'est dans notre intérêt, quand il y a des bonnes innovations, de les mettre rapidement en fait, à disposition. On a eu le cas, par exemple, d'une start-up qui arrivait avec un produit qui était cliniquement pas tout à fait validé. Du coup, plutôt que de déployer déjà, on a proposé une phase de validation clinique qui a pris quelques mois. Et ensuite, derrière, on a utilisé cette phase de validation clinique aussi pour travailler un pilote organisationnel, pour être prêt, en fait, dès que la validation clinique est terminée, en fait, à pouvoir déployer assez rapidement. Donc nous-mêmes, c'est dans notre intérêt, en fait, que les startups réussissent. Bien sûr. Juste une autre question sur ce que vous avez dit sur la nécessité d'identifier des usages utiles pour les professionnels, bien sûr, de vos établissements, mais est-ce que vous intégrez l'usage patient, justement, dans cette utilité, via des comités, via des patients experts? Comment ça se passe? Alors, en fait, dans les usages, il y a l'usage du patient qui est pour l'usage du soin, mais il y a aussi des usages qui vont être pour les médecins, par exemple des messageries sécurisées, voilà, de l'interopérabilité pour partager des données entre professionnels de santé. Et il y a aussi des cas d'usage qui vont être plutôt pour les collaborateurs, par exemple pour faciliter le recrutement médical, pour faciliter le remplacement. Donc, je pense qu'il y a un spectre qui est assez large. Lorsqu'on a des cas d'usage pour le soin, en fait, on les travaille en étroite collaboration avec les cliniciens et du coup avec leurs patients qui vont derrière être intégrés. En fait, nos soignants, ils sont quand même au contact quotidien. C'est la décision partagée, hein, donc ça rentre dans ce cadre-là. Merci, merci à vous, Samantha. Je ne me suis pas trompé non, de prénom, excusez-moi. Tout d'un coup, quand je vrille, forcément. Fabrice, c'est bien Fabrice. Même question, donc les critères de sélection, vous les avez déjà un peu évoqués, mais voilà, on va un petit peu les redévelopper. Oui, tout à fait. Je partage tout à fait ce qui a été dit par madame. En fait, en effet, la roadmap est un élément clé. Il faut qu'il y ait quand même, c'est un peu comme une embauche. En fait, il faut trouver la bonne personne dont on a besoin, la bonne entreprise dont on a besoin au bon moment. Donc, cette roadmap, elle est clé. Et après, sur la roadmap, donc la roadmap des projets, de la transformation, de la stratégie c'est la roadmap du groupe, mais c'est aussi la roadmap des établissements. Et c'est là où, en fait, il y a un spectre très large de possibilités pour les directeurs, enfin les responsables de start-up, les créateurs de start-up. C'est que nous, on a une roadmap au niveau du groupe où on veut vraiment pousser, orienter dans une certaine direction ou innover, investir dans certains axes. Mais après, si vous n'êtes pas dans cette roadmap, pas directement identifiée, après, il y a tout un tas d'activités d'innovation dans les établissements eux-mêmes. Et là, ils ont une autonomie aussi quand ils rencontrent une start-up qui les aide dans un sujet qu'ils veulent porter pour aussi rencontrer, tester, expérimenter. Parce qu'en fait, nous, notre rôle, et je rejoins encore ce qui a été dit, c'est vrai que ça dépend aussi de la maturité du projet. Il y a vraiment des start-up qui ont une première expérience et nous, on apporte une expérimentation, parfois unique, parfois sur un spectre plus large. Et d'ailleurs, c'est aussi, je pense, une vraie façon de contribuer à leur déploiement. Hein. Ce n'est pas forcément de prendre des parts dans l'entreprise, mais moi, je trouve que quand on expérimente dans notre cadre, ça permet de valider le produit et après même de montrer cette expertise pour des levées de fonds, pour des déploiements à l'étranger, etc. Et donc, nous, on joue principalement ce rôle-là. Et le critère, donc, c'est cette adéquation avec la roadmap, et c'est aussi d'avoir un porteur, un sponsor métier. Ça, c'est vraiment la clé. Il faut qu'il y ait un binôme interne et interne métier et avec la start-up, pour qu'il y ait quelqu'un en interne qui dise, moi, j'en ai besoin, voilà pourquoi, ça répondra à ça. Et là, en fait, on sait que ça va marcher. Quand nous, on stimule des idées, on les trouve bien, mais qu'on n'a personne derrière qui est prêt à l'expérimenter, on arrête parce que, en fait, ça ne marchera pas. Et même si ça a de la valeur, il faut vraiment qu'il y ait cette rencontre qui se fasse humaine. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à jouer un rôle de cluster, c'est-à-dire que vous avez des startups qui ne sont pas à maturité, mais où vous dites on ne va pas faire de partenariat tout de suite avec eux, mais on va les aider à mûrir, ou bien, après, il y a un principe de réalité. Oui, il y a différents niveaux. Quand même, pour être très transparent, on est quand même sur des startups qui ont plutôt une expérience déjà. Et nous, moi, mon rôle, en tout cas, ça va vraiment, donc on a des Living Labs où là, quand même, on valide vraiment le concept. On a aussi des Innovation Awards dans le groupe et on essaie vraiment de partager ce qui a été fait à gauche, à droite. Mais on est quand même aujourd'hui plutôt sur la montée en volume, passer de l'expérimentation vraiment un peu tube à essai à quelque chose de beaucoup plus concret.
on est plutôt dans cette deuxième phase, en fait, après une certaine maturité. D'accord. Ouais. Merci Fabrice. Je vous propose qu'on progresse, si vous voulez bien, dans je dirais la description pratico-pratique d'un partenariat avec un établissement de santé. Avec vous, Samantha, pour commencer, si vous pouvez nous décrire peut-être un processus type d'élaboration d'un partenariat, quelles sont les étapes, quels sont les points de validation à réussir ensemble et combien de temps ça prend globalement? Enfin, je vais me dire, c'est variable. Oui, je vais vous répondre, c'est variable, mais j'ai quand même quelques métriques. La première chose, c'est est-ce qu'on est sur un partenariat de R&D, parce que le process sera différent d'un partenariat de déploiement. Et en fait, c'est vraiment la première branche. Donc peut-être, je vais détailler la partie R&D, puisque c'est souvent là où on a besoin de mise à disposition de données. Généralement, c'est plutôt pour faire de l'entraînement, ou pour faire de la validation, ou pour faire du développement. Donc la première question qui va rester un peu la même, c'est finalement c'est quoi l'objectif, c'est quoi le cas d'usage et quelle est la preuve, quel est le développement qu'on veut réaliser. Et ça, c'est extrêmement important. Et en fait, tout ce formalisme-là, derrière, va se traduire par un premier synopsis et par un protocole. On reste que dans le monde de la recherche, donc que ce soit de la mise à disposition de données ou derrière de la recherche clinique sur le terrain, de l'épidémio, de l'observationnel. Dans tous les cas, nous, on va imposer en fait ce formalisme réglementaire de synopsis, de protocole. Et l'avantage, c'est que ça va permettre de décrire de manière systématique, finalement, toutes les questions qu'on va se poser, les objectifs, les critères, la population, les inclusions, les exclusions, le cadre réglementaire dans lequel on veut s'inscrire. Et ça va aussi donner des jalons et des échéances. Et on va avoir des questions clés comme voilà, à quel niveau de données on veut avoir, par rapport à quelle rapidité on veut avoir. Est-ce qu'on veut chaîner au SNDS? Est-ce qu'on ne veut pas chaîner? Voilà, qu'est-ce qu'on va vouloir en faire? Et ça permet vraiment de faire mûrir le projet à un stade amont et de commencer à enclencher aussi les discussions sur les besoins derrière de réutilisation de données quand on va le déployer dans la vraie vie et comment derrière ça va s'articuler. Une fois que ce projet-là est un peu mûr, derrière, on va le passer dans le cadre réglementaire qui va être adapté. Donc, soit, si c'est l'entrepôt de données de santé, un comité éthique et scientifique qui va valider l'étude. Si c'est une MR004, il a son propre schéma. Si c'est un appariement SNDS, il y a encore un cadre réglementaire. Donc, en fait, on va suivre la réglementation en vigueur. Et derrière, on va déployer le projet. Après, une phase quand même de contractualisation. Je veux juste passer 2 minutes sur cette phase-là parce qu'elle est souvent vue comme une contrainte. Nous, on le voit plutôt comme une opportunité parce qu'en fait, ça permet de se poser de manière systématique tout un tas de questions qu'on n'aurait pas forcément formalisées de manière aussi précise. Et en fait, un contrat, il y a quand même une vingtaine d'articles un peu type. Alors, ça peut paraître long, mais une fois qu'on les connaît, en fait, on sait assez bien où on va. Et c'est quand même assez structurant et ça permet de se poser la question sur nos livrables à court terme, mais aussi la relation qu'on va avoir à moyen et à long terme. Excusez-moi, ce contrat prévoit la répartition de la valeur? Comment... D'accord. En fait, il y a quand même plusieurs schémas qui existent. Il y a des schémas où finalement, quand on met à disposition des données, on fait de la recherche, on va être plutôt prestataire. Il y a des schémas où on va être promoteur, des schémas où on va être copromoteur. Donc aujourd'hui, il y a déjà tout un tas de schémas qui existent pour faire de la recherche et du développement. Voilà, il n'y a pas de raison en fait que tout ça évolue significativement et donc il y a plusieurs modèles qui existent et en fonction de ce que l'un et l'autre apportent, il faut juste trouver quelque chose qui soit suffisamment équilibré pour qu'on soit tous mobilisés sur le sujet. Merci Samantha. Pauline, même question, si vous êtes d'accord pour décrire le process type à l'hôpital Foch. Alors, à l'hôpital Foch, il faut savoir qu'on fait partie de l'association RESPIC, donc c'est la recherche dans les ESPIC. On a mis en place un guichet unique pour essayer de vous faciliter un petit peu la vie. Donc, l'adresse à retenir, prenez vos crayons, data@respic.org. Vous nous envoyez un petit message et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va déclencher l'envoi d'un formulaire qu'on vous demande de compléter pour nous faciliter la vie aussi et bien comprendre, bien cerner votre demande. On va bien évidemment savoir qui sont les interlocuteurs chez vous. On va également essayer de cerner vos besoins et vos ambitions, d'évaluer la maturité de votre projet, de connaître l'état d'avancement réglementaire. Est-ce que vous en êtes au tout début? Est-ce que c'est déjà avancé? Est-ce que vous êtes déjà marqué? Enfin voilà, comme disait Samantha, il y a énormément de cas d'usage. D'identifier vos besoins d'accompagnement. On peut vous accompagner, on peut faire de la délégation de promotion, on peut faire des études médico-éco. Enfin voilà, on peut intervenir à différents endroits. Encore faut-il qu'on le sache en amont pour qu'on évalue aussi, nous, la charge de travail et qu'on puisse en discuter. Et également avoir une vision, on en parlait, sur la propriété intellectuelle, qui effectivement, nous, on a notre vision établissement qui est différente entre si c'est une prestation, si c'est effectivement un co-développement ou si c'est un projet que nous, on porte en interne.
Une fois que vous avez complété en fait ce document, nous on en discute en interne, on voit les établissements qui sont intéressés en fonction des thématiques, tout simplement. Et on organise un temps d'échange où vous nous présentez votre solution, vous nous présentez votre business model. On échange bien évidemment sur la faisabilité technique. On vérifie que votre techno elle est à l'état de l'art. On vérifie qu'il n'y a pas trop de solutions concurrentes sur le marché qui sont déjà très implantées, parce que là finalement effectivement ça perd de sa valeur, et on essaye de répondre à un besoin très spécifique et identifié au sein de nos établissements. S'ensuit souvent effectivement la phase de contractualisation. On va régler tous les aspects réglementaires, pays, sécurité aussi informatique qui est liée en fonction de est-ce que les datas doivent sortir, pas sortir, etc. Et c'est vrai que chez nous, on aime bien, mais bon, ça dépend de la maturité, en général, réaliser une POC en amont. Pour voir comment ça se passe, aussi bien de votre côté que d'une autre, être plus agile, être plus rapide. C'est quoi une POC, excusez-moi? Proof of Concept. Oh, ok. Un projet pilote. D'accord, ça me parle. Si on peut traduire. Ça permet de confirmer la faisabilité, ça permet d'avoir des indicateurs. Je pense que c'est très important qu'on en ait tous, aussi bien nous dans l'utilisation que vous de votre côté, avant de débuter un projet de plus grande envergure. Alors, vous vouliez peut-être illustrer ça à travers le projet Edgar en 2-3 mots, si vous êtes d'accord, me semble-t-il. Alors, Edgar, c'est notre entrepôt de données de santé du RESPIC. Ah oui, pardon, donc c'est pas un projet. C'est pas un projet en soi, mais on espère qu'on va faire beaucoup de projets, parce qu'on a beaucoup d'idées en interne aussi de développement d'IA. Mais si vous voulez bien, Pauline, on en parlera peut-être juste après, parce que ça sera la question suivante. Excusez-moi. Noéline, du coup, même question que pour Pauline et Samantha. Comment est-ce que JHCL, vous menez ces partenariats point par point? Alors, il y a beaucoup de choses similaires avec mes collègues ici présents. On a la petite particularité d'avoir monté des plateformes d'innovation, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui sont sur des thématiques différentes. Donc nous, on en a une sur le numérique, une sur la donnée, une sur la robotique et une un peu annexe sur l'impression 3D. Ces plateformes-là, elles ont le but d'ouvrir les portes de l'hôpital public aux startups et aux entreprises, mais pas forcément, et c'est peut-être là que ça diffère des autres établissements, pas forcément que des startups et entreprises qui correspondent à notre projet d'établissement. Nous, c'est vraiment l'idée. Du coup, on a construit tout un schéma de prestation de services qui nous permet d'accompagner, de recevoir les startups à tous les niveaux de maturité. Donc, quand on vous reçoit, on échange, on fait une rapide analyse de TRL, on voit ce qui correspond le mieux. Et ensuite, on peut accompagner de l'étude de faisabilité à des tests et évaluations en locaux simulés. On a la chance d'avoir deux emplacements à Lyon où on a typiquement des salles d'opération, des blocs opératoires, des chambres patients, etc. dans les locaux simulés. Et on peut aussi même porter des expérimentations en situation réelle. On a été labellisé tiers-lieu d'expérimentation dans le plan santé numérique France 2030. Tout à fait. Ce qui nous permet encore plus même d'accompagner financièrement ces expérimentations. C'est gratuit ces services pour les startups que vous avez sélectionnés ou pas? Alors non, il y a une partie d'accompagnement qui n'est pas gratuite, l'idée, on reste l'hôpital public, c'est juste nous, de l'autre côté, de pouvoir impliquer le personnel qui va être impliqué dans les tests, de pouvoir pérenniser l'innovation, d'instaurer un espèce de cercle vertueux. Donc effectivement, il y a une compensation financière qui est vraiment là pour que justement, si la start-up elle vient, on lui ouvre les portes de l'hôpital, on va vraiment lui montrer comment ça fonctionne, on va impliquer du personnel soignant, des patients, tout l'ensemble de la chaîne des utilisateurs dont ils ont besoin pour avoir un vrai retour très précis. Et ça, c'est hyper important, même sur des phases très amont. On aimerait que les startups elles arrivent pour que personne ne perde de temps, en fait, que eux comme nous, on leur donne les bonnes informations. Du coup, j'ai perdu mon fil, je suis désolée. Excusez-moi, je vous laisse y repenser. On parlait effectivement. Donc, vous êtes une vraie pépinière. Exactement, on a un petit peu cette... Et alors, dans la phase, parce qu'il y a l'accompagnement et ensuite, il y a la sélection. Par essence, j'imagine que tout le monde ne va pas au bout du... Alors, il y a une sélection, mais qui n'est pas forcément très sévère, dans le sens où si on vient apporter une prestation de service pour juste nous tester et évaluer la solution d'une startup, quelle que soit sa maturité, avec notre personnel dans nos locaux, là, entre guillemets, on est prestataire de service. Il n'y a pas de sélection particulière.
Après, il y a une priorité donnée quand même aux startups qui répondent aux projets d'établissement, où là, on peut avancer sur des partenariats, entre guillemets, plus approfondis, où il y a du co-développement, on partage la charge financière du développement, voilà, un peu plus sur le fonctionnement de mes collègues. On s'appuie sur les savoir-faire de la recherche aux HCL pour faire des études voilà, médico-économiques. D'accord. Voilà. Donc il y a un peu ces deux. Juste, ces alors deux notions. sans vouloir voir le mal partout, mais est-ce qu'on peut imaginer que vous faites mûrir certaines startups qui vont développer des idées, un savoir-faire qu'elles vont aller vendre ailleurs? J'ai envie de dire, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu, à nous d'identifier sur les startups qu'on reçoit. Et voilà, si on évalue une startup et que le résultat de l'évaluation est dithyrambique, que tous les professionnels des HCL disent on en a besoin, ça correspond complètement à ce dont on a besoin, à nous de la déployer au sein des HCL. Enfin, Bien sûr. C'est voilà. un défi à relever pour vous aussi. Exactement. Donc ouais. c'est le but. Mais voilà, pour autant, on ne veut pas fermer la porte à des startups qui auraient besoin de tester en milieu hospitalier, mais où les HCL seraient peut-être pas au fur et à mesure du travail fait conjointement, on se rend compte que les HCL ne seraient pas forcément la meilleure cible. Tant mieux pour eux, ça leur a permis d'identifier ça. Complètement. Alors, dernière série de questions par rapport à un autre sujet d'actualité majeur pour les établissements de santé que sont les entrepôts de données de santé qui sont en cours de constitution. Sacha, est-ce que ces entrepôts de données de santé ont potentiellement un intérêt justement pour faciliter, augmenter la réutilisation des données de santé par les startups à partir des données que vous produisez notamment dans ces entrepôts? Ça marche pas? J'ai pas... On a un souci avec les micros aujourd'hui. Test. C'est bon. Et je vais encore être systématique en 3 points. Les avantages des EDS, ça va être l'agrégation, la mise en qualité et la standardisation. L'agrégation, pourquoi c'est un avantage? Parce que sans agrégation, si vous vouliez par exemple vous connecter à une base de données d'ophtalmo et en même temps une base de données je ne sais pas moi, d'urgence, ça va être assez difficile. À l'ère de l'IA, justement, qui est, on va dire, toutes les nouvelles IA multimodales qui vont analyser à la fois de l'image, du texte, etc., c'est vraiment important de pouvoir agréger ça, toutes ces données. Ensuite, ça va être donc la mise en qualité des données. Alors, ça, c'est un point vraiment très important. Nous, au sein de l'équipe, c'est une de nos principales activités. Typiquement, on va se mettre en relation avec les cliniciens. Là, actuellement, c'est ce qu'on fait. On est en train de récupérer toutes les données d'ophtalmo. Donc, c'est des données... Alors, moi, je suis médecin biologiste, je ne suis pas ophtalmo. Je ne comprends rien. Et du coup, on va travailler avec eux pour pouvoir identifier les données pertinentes, etc. Donc, nous, on a les données, mais on ne comprend rien. Et on a le clinicien qui comprend. Et on fait l'interface. Et comme ça, on va pouvoir mettre les données en qualité, etc., sélectionner les données pertinentes. Mais aussi, typiquement en exemple, on a récupéré la pancarte, vous savez, la pancarte infirmier, avec les températures. Alors les températures, on va voir 37,5, 37,5, 375 degrés, 3 degrés. Ouais, il y a plein d'outliers, etc. Donc ça, pour les data scientists, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le cleaning des données, c'est 80% du travail en principe, avant de faire une analyse. Et enfin, la standardisation. J'arrête pas de le répéter. Du coup, nous, au CDC, on essaye d'être compatible avec tout le monde. Alors, on essaie d'être compatible avec... on a un consortium au niveau régional qui s'appelle le GSC et qui ont leur propre outil. Donc, on est compatible avec eux, mais on essaye aussi d'être compatible avec justement les standards qui sont plutôt nationaux. Alors, on a ce qu'on appelle un standard OMOP, qui est un schéma, pour les techniciens ici, c'est un schéma de base de données, un schéma relationnel standardisé, qui est plutôt américain, mais qui commence à faire consensus. Donc, c'est un schéma de base de données et c'est également un vocabulaire standardisé. C'est-à-dire, pour dire endocardite, on va dire L582.3, par exemple. Donc voilà, le problème, c'est que c'est des vocabulaires américains, il faut les mapper, donc c'est difficile, mais au niveau national, il y a déjà des consortiums qui s'occupent de ça. Donc voilà, donc j'ai dit la standardisation, et donc ça, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, l'activité principale c'est ce que doit être un EDS. Complètement. Alors Stéphane, vous vouliez réagir rapidement, là, le micro, et ensuite Samantha et Pauline. Juste parce que la notion de données agrégées, on ne peut pas sortir de données nominatives, personnelles.
Donc, si vous voulez travailler sur des données extérieures, on ne peut produire que des données agrégées. Tu ne pourras pas jamais envoyer à une start-up un compte rendu. Tu peux jamais sortir, même s'il est désidentifié. Jamais. Ça, c'est illégal. Donc, je me permets juste de le répéter parce que tout à l'heure, tu as insisté à juste titre sur le RGPD. Mais voilà, donc déjà, il y a un premier problème. C'est-à-dire qu'il faut envoyer, par exemple, on n'est pas les seuls, hein, il y a une 50aine d'hôpitaux français qui participent à un projet européen monté par le Santé publique France, s'appelle Orchidée sur des tableaux de bord. Peut-être Brest, vous en faites partie. Ce n'est que des données agrégées. Donc, il n'y a pas de données désidentifiées, quoi. Bien sûr. Peut-être une réaction en 2 secondes de Sacha, si ça vaut la peine ou pas. Non. Ouais, faut bien laisser allumer, voilà. Il y a des données agrégées ou des données anonymisées. Là, on peut même les mettre sur Internet. Alors là, vous allez me dire. Non, mais ça n'existe pas, les données anonymisées. Oui. Alors, donc, justement, il faut oublier ce concept. Oui, alors je ne suis pas d'accord. Non, mais non. Je t'en parle parce qu'on avait avec. Non, oui. Je me permets juste de lui dire. Micro, Stéphane. Donc, on a eu un cabinet d'avocats payé par la direction de la recherche du CHU de Rouen. C'était il y a déjà 1 an, donc les choses ont évolué. Et donc, ils nous ont dit ce que je suis en train de vous expliquer, que vous ne pouvez pas produire permettre des données désidentifiées, sinon c'est au pénal. Donc, comme les données anonymes, j'explique, hein, une donnée de santé au sens RGPD du terme, elle n'est jamais anonyme. Il y a plein de papiers qui montrent que 6 critères, si tu es médecin biologiste, tu sais ça mieux que moi, 6 critères biologiques, tu trouves le patient. Donc, oui, alors, pour revenir, hein, alors, on distingue en général la pseudo-anonymisation, qu'on dit plutôt d'identification, de l'anonymisation qui, au sens de la CNIL, c'est autorisé. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'anonymisation? C'est une incapacité mathématique à revenir en arrière. Aujourd'hui, il y a 2 grandes méthodes qui permettent de faire ça. C'est ce qu'on appelle la génération de données synthétiques. C'est vous prenez par exemple un tableau avec des données identifiantes. Quand on dit identifiante, ce n'est pas nom, prénom. Hein. C'est si vous donnez le salaire, vous devinez que c'est Bernard Arnault, quoi. Donc, c'est des données, et ensuite, vous allez mettre ça dans, par exemple, un GAN, et qui va venir créer un modèle, et qui va ensuite générer des données synthétiques. Alors ça, moi, perso, je suis encore même sceptique avec ça. C'est des données synthétiques au sens CNIL, mais je pense qu'on peut quand même revenir en arrière. La seule méthode qui est prouvée mathématiquement, c'est ce qu'on appelle la differential privacy, qui est une méthode avec une définition mathématique stricte, qui consiste à rajouter du bruit dans les données pour pouvoir respecter une règle mathématique que je ne vais pas vous expliquer ici. Merci Sacha pour ces précisions. Samantha et Pauline, donc sur effectivement l'intérêt des entrepôts de données de santé pour l'usage par les startups de la réutilisation des données issues de vos établissements. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, l'entrepôt de données de santé, c'est une corde de plus à notre arc pour pouvoir accompagner en fait le développement de start-up et faciliter la mise à disposition de données massives. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a la recherche classique qu'on continue à faire et qu'on continuera à faire et qui, dans un certain nombre de cas, continue à être vraiment le premier point pour arriver à développer des produits. Donc, c'est une nouvelle opportunité. Données massives, données déjà pré-traitées, conditions de sécurité, demain réseau fédéré à l'échelle française, peut-être après-demain réseau fédéré à l'échelle européenne. Donc je pense que là-dessus, le champ des possibles est assez large et on en est au début. Merci beaucoup. Pauline, alors du coup, on va parler d'Edgar, si vous êtes d'accord? Je suis complètement alignée à ce qui a été dit. Effectivement, je pense que la force des EDS aujourd'hui, c'est comme effectivement dans ton groupe, c'est que nous, on a plusieurs EDS, donc ça vous permet par un seul guichet d'interroger plusieurs établissements de santé, d'avoir de la donnée représentative du territoire du coup national, ce qui, je pense, est intéressant. Et on est aussi en train de se structurer effectivement avec des équipes dédiées pour accélérer et que vous n'ayez pas, entre guillemets, 10 contrats à faire avec 10 établissements de santé. Tout ça, le but, c'est vraiment de fluidifier, d'être réactif, d'être agile. Super. Je me tourne vers vous, oui, Sacha, si vous voulez compléter. Oui, c'était juste pour rajouter aussi la notion de quand vous développez un outil, en général, ça c'est vraiment important de prendre en considération, il y a des outils dans le cloud et des outils on-premise. Donc, vous savez. Donc, bien sûr, quand on est dans le cloud, l'extraction des données, c'est compliqué. Par contre, développer un outil, vous n'avez pas accès aux données.
forcément, mais vous développez un outil qui peut se brancher sur un EDS, mais par exemple en on-premise. C'est juste pour ajouter ça. Super. Je me tourne vers vous six avant de donner la parole à la salle et aux auditeurs en ligne. Est-ce qu'on a oublié quelque chose que vous souhaitiez nous dire? Voilà, le mot de conclusion. Non? Oui, Samantha. Juste un point. En fait, on a beaucoup parlé de comment les EDS allaient aider, comment on mettait à disposition des données. Il y a un point aujourd'hui qui reste toujours un peu ambigu. Quand on va avoir des solutions digitales qui vont être déployées dans le soin, ces solutions digitales vont générer de la donnée. Et donc là, on est dans le cadre de l'utilisation de la donnée pour le soin, mais potentiellement ces données peuvent être réutilisées derrière de manière secondaire pour continuer à faire de la R&D. Et donc ça, c'est un petit point de subtilité qu'on a en tête quand on fait de la R&D ou quand on fait du déploiement de solutions et qu'il faut vraiment anticiper. Il y a toute une notion de responsable de traitement, de droit de réutilisation des données, pour quelle finalité, pour de la R&D, pour de l'anonymisation, pour de la vigilance. Et ce qui est extrêmement désagréable, c'est quand on essaye de ne pas parler de ce sujet, qui est pourtant une évidence. Et là, c'est à propos des patients, hein, c'est pour obtenir leur agrément. Est-ce qu'il faut une logique d'opt-out ou est-ce qu'il faut leur dire précisément ce qu'on veut en faire à des fins de réutilisation? Comment ça se profile, tout ça? Ça dépend des outils. Hein. Il y a plusieurs bases légales qui existent. Il y a une des bases légales qui est le consentement, une des bases légales qui est juste l'information avec la nanoposition. Là encore, ça fait partie des échanges réglementaires qu'il faut avoir dès le départ. Et en fonction de la solution, si elle va être utilisée par le médecin ou par le patient, on va être dans des cas de figure qui vont être un petit peu différents. Merci. Il est 12h31, on a commencé avec 20 minutes de retard, donc on s'accorde 10 à 12 minutes de questions. N'hésitez pas. Ah voilà. Madame, le micro arrive. Bonjour, je suis Marine Disnec, chef de projet chez Livy, qui est un offreur de soins digital en route pour avoir le statut de société de téléconsultation. On n'est pas tout à fait, on n'est pas un établissement de santé et plus tout à fait une start-up. J'avais une question, il y avait quelque chose qui est à l'écran mais qui n'a pas été évoqué. Je me posais la question de la différence entre le Healthcare Data Institute et le Health Data Hub dans son statut, Samantha, ses missions. ouais. Samantha, voilà, vous êtes bien placée. Voilà. Madame Padelou. Voilà. Ouais. Le Healthcare Data Institute, c'est un think tank en fait, qui travaille avec une cinquantaine de membres qui viennent de tous les horizons, que ce soit des acteurs publics, privés, de la recherche, du soin, du medical device, de l'industrie, de l'hospitalisation privée, et qui travaille sur comment la donnée de santé demain va aider à transformer le système pour une meilleure prise en charge collective. Et avec donc la production de rapports tout à fait intéressants, au moins 3 ou 4 fois par an, si je ne me trompe pas. C'est ça. Autre question? Merci. Ici, devant. Merci. Bonjour, donc moi je suis CEO d'une start-up, Magic Genomics, et je voudrais savoir comment on navigue parmi tous les interlocuteurs, et j'ai en tête la DRCI, la Direction de la Recherche et de l'Innovation Clinique. Comment vous vous imbriquez par rapport aux DRCI respectifs? Comment les projets remontent quand on a d'abord une approche un peu clinique, qu'on va d'abord voir les oncologues, etc., etc. Quel est le parcours idéal? Voilà. Merci. Alors, si je peux me permettre, du coup, je vais répondre uniquement pour mon établissement, du coup, l'hôpital Foch. Nous, l'unité data, on est rattaché à la DRCI, mais on est en lien direct, effectivement, avec la DSI, parce qu'on ne peut pas travailler sans eux, avec la direction de l'innovation aussi. Ce qui est parfois plus compliqué pour nous, effectivement, c'est quand vous passez par différentes portes, différents guichets. Du coup, quand nous, on reboucle avec nos cliniciens, eux, ils ont un niveau d'information, nous, on en a un autre. Donc, mon petit conseil, c'est effectivement d'essayer d'avoir une porte d'entrée unique. Ne vous inquiétez pas, on communique entre nous, mais parfois, c'est plus compliqué pour nous quand vous rentrez par différentes portes, en fait. Donc, pour accélérer les choses, je pense quand même que la DRCI peut être un bon point d'entrée. Noélie. Du coup, je me permets d'ajouter la vision des HCL. Nous, la DRCI a été scindée en deux il y a 3 ans, entre direction de l'innovation et direction de la recherche en santé. Donc aujourd'hui, il y a vraiment 2 pôles. La direction de la recherche en santé, elle est plus là pour porter des projets issus des HCL, j'ai envie de dire, et la direction de l'innovation pour les projets extérieurs. Du coup, on est la porte d'entrée. Et effectivement, je rejoins ma collègue où c'est difficile pour nous de gérer quand vous avez eu des portes d'entrée un peu différentes, des fois avec des professeurs ou des docteurs au sein des HCL. L'idée, c'est de venir directement voir la direction de l'innovation et on communique avec tout le monde et on mettra les bons interlocuteurs au bon endroit. Vous savez à qui s'adresser pour les HCL et Foch maintenant, si je comprends bien.
Autre question? Là-bas derrière, oui. Bonjour à tous, Laïla Amdouni, infirmière de métier et passionnée par le numérique. Je voulais savoir, quand on a un projet, un cas d'usage qui ne nécessite pas forcément vos données, qui peut être organisationnel ou autre, est-ce que vous demandez l'exclusivité parce que bon, on voit quand même que vous êtes des partenaires publics ou privés. Et je pense que vous êtes quand même sur la course de celui qui a la meilleure innovation, etc. Est-ce que vous demandez plutôt une exclusivité par rapport à certains projets? Alors, peut-être réponse à la fois publique et privée. Je sais pas. Oui, commencez. Donc bonjour, donc, pour Ramsay Santé, donc clinique privée. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. En fait, quelque part, il y a quand même un vrai partenariat qu'on essaie de créer, mais on essaie de faire un tremplin parce qu'on y croit. Alors moi, j'avais créé ma start-up aussi il y a maintenant 15 ans, même un petit peu plus que ça. Et donc, c'est plutôt dans le gène d'aider et d'accélérer. Nous, on pense qu'on a beaucoup y gagné parce qu'aussi, il y a un état d'esprit des start-upers et des gens qui ont créé comme ça des entreprises un peu dynamiques, qui réagissent, qui font beaucoup de bien aussi pour nos équipes. Donc, quelque part, c'est plus un partenariat qu'on cherche à créer et il n'y a aucune exclusivité. On est plutôt... Alors, parfois, on prend des parts dans l'entreprise quand on y croit vraiment. Et parfois, non, c'est vraiment parce que ça nous apporte à la fois des résultats sur le use case, mais aussi un bon état d'esprit en général, qui dynamise les équipes. Une réponse dans le secteur public? Du coup, dans le public, la même dynamique, hein, aucune notion d'exclusivité. Au contraire, si on arrive à faire émerger des innovations qui vont révolutionner la santé de demain, avec plaisir. Il n'y a pas de chasse gardée. Et même logique aussi, on peut investir dans des sociétés quand il y a un lien très fort avec les besoins des HCL, quand il y a eu du co-développement, dès des phases amont, etc., qu'il y a des résultats où la propriété intellectuelle est partagée. C'est des choses, mais après, même en étant actionnaire d'une société, ça ne veut pas dire qu'on l'empêche de se développer ailleurs, au contraire. Complément de réponse ou c'est OK pour vous? Non? Oui, Samantha. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Et souvent, en fait, c'est même la question inverse qu'on nous demande. C'est plutôt la start-up a une bonne idée et veut être distribuée en exclusivité et que nous, on soit exclusif par rapport à la start-up. Donc, du coup, à peu près même réponse. Nous, ce qu'on veut, c'est que les innovations, en fait, elles se déploient le plus massivement possible. Autre question? Là-bas. Alors moi, je travaille beaucoup sur le sujet de l'accès aux soins dans les territoires. Et donc, effectivement, le parent pauvre, c'est la médecine de ville en termes de data. Quelles sont vos stratégies, vos actions, justement, pour aller vers la ville, pour tous les investissements que vous portez, les mutualiser, collaborer avec les MSP, les CPTS, les DAC? Est-ce que vous avez des actions, des feuilles de route sur ce sujet? Alors, je peux répondre à cette question puisque on participe à un projet qui a été largement financé par la BPI, qui s'appelle P4DP, peut-être tu as entendu parler, et donc qui est l'idée de créer un entrepôt national de données de santé sur les soins primaires. C'est ça, l'ambulatoire même, hein, c'est plus large, c'est pas que les soins primaires, si ou... On va dire soins primaires, soins primaires, on va rester là-dessus. Et donc, il y a le Collège national des généralistes enseignants, le Health Data Hub d'ailleurs en passant, une boîte privée dont j'ai l'OAMX, et puis accessoirement mon petit département qui aide sur la partie, parce qu'on a développé nos propres solutions d'entrepôt de données de santé sémantique. Excusez-moi Stéphane, mais est-ce que vous avez une problématique d'innovation organisationnelle ou c'est de la recherche clinique dans cet entrepôt? Non, mais c'est parce que c'était le sens de la question. Alors, j'ai mal compris la question. Donc, en termes organisationnels, je ne peux pas répondre, mais en termes déjà numériques, c'est pas les mêmes données, et donc ça pose vraiment des problèmes de type de données. Et donc, par exemple, si on reprend ce que je vous disais tout à l'heure sur les tableaux de bord, c'est pas les mêmes tableaux de bord à l'hôpital sur le même sujet, hein, sur le VRS par exemple. C'est pas le même tableau de bord sur le VRS à l'hôpital et en ville, quoi. Le virus respiratoire syncytial. Pardon, excusez-moi. La bronchiolite. C'était un bon... C'est ça. Absolument. Ouais. Et donc moi, je ne m'occupe que de ça, si tu veux. Sur les aspects organisationnels, je vais laisser mes collègues parler parce que ça, je suis incompétent. Oui, Pauline. Alors juste pour répondre, effectivement, nous, on a des partenariats relativement forts avec nos CPTS et on a des projets de recherche en commun, en fait. Voilà. Donc, on essaye de se rapprocher de la ville
On essaye aussi de récupérer les données, par exemple les données de laboratoire qui sont faites en ville, maintenant arrivent effectivement dans notre logiciel de biologie, ce qui permet aussi aux médecins, quand ils prescrivent, par exemple avant une chimio, ils ont forcément un bilan bio, comme ça remonte directement dans notre logiciel métier et ça permet d'avoir une meilleure continuité. Mais ça doit surtout aller dans mon espace santé, si je ne m'abuse. Aussi. D'accord. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Autre, oui. Oui, et du coup, juste pour compléter, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais on a une plateforme qui est labellisée tiers-lieu d'expérimentation. Et on a justement ce focus-là, ville-hôpital, sur les parcours de soins d'urgence et soins non programmés. Donc on a un vrai ensemble de partenariats pour faire justement la boucle. Merci beaucoup. Encore une dernière question. Après, il faut qu'on passe à la suite. Monsieur. Bonjour, je suis Benoît Bélanger, je suis directeur des opérations chez Dr Data. Vous avez cité justement des éléments humains très importants, un peu sur l'aspect financier. C'est vrai que du côté start-up aussi, ce qui est hyper important, c'est l'aspect temps et visibilité. En fait, les sujets, alors comme Madame touche par rapport à ce que vous avez pu mettre en place justement avec une adresse, une sorte de guichet unique, où déjà les startups n'ont pas besoin d'aller chercher les informations, parce que parfois c'est très difficile de trouver la bonne personne, le bon point d'entrée, le bon point de contact. Donc perte de temps du côté startup. Ensuite, après, il va y avoir la prise de décision. Est-ce que c'est après que la startup ait transmis les informations, est-ce que ça va être un go ou no go? Ça va être très important aussi pour donner de la visibilité, parce que dans les startups aussi, on lance plein de choses, il y a une course contre la montre, notamment au niveau de l'argent, la partie financement. Pour lever des fonds, il faut aussi avoir des lettres d'intention, des projets, donc des go, ou à l'inverse des no-go, et comme ça on ne perd pas de temps et personne ne perd de temps. Il y a une notion en économie qu'on dit souvent, time is money. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir des retours trop lents des établissements quand vous répondez à leurs demandes, par exemple? Oui, alors en fait, je pense, comme beaucoup de confrères dans ma salle, il y avoir un sujet, en fait, de s'adresser à la bonne personne ou au bon service. Parfois, c'est très compliqué parce que tout simplement, il y a certaines structures qui sont très grosses, très importantes, où on ne connaît pas non plus la feuille de route, comme évoquait Fabrice. On ne sait pas en fait quels sont les projets forcément en interne. Est-ce qu'on est là au bon moment ou est-ce qu'on parle à la bonne personne? Donc du coup, c'est vrai que ces aspects-là sont importants. Donc je tiens à féliciter en tout cas la partie Respic justement pour la mise en place d'un guichet. Et c'est vrai que ce serait super aussi pour les autres de communiquer là-dessus, ce qui, je pense aussi, fera perdre moins de temps à d'autres acteurs justement de l'écosystème, notamment de votre côté aussi, du côté grands hôpitaux, industriels aussi également, parce que du coup vous centralisez et comme ça derrière ça permet de mieux s'organiser et nous aussi ça nous permet de gagner extrêmement, vraiment beaucoup de temps. Super, est-ce que vous voulez recommenter? Oui. Juste pour répondre, et nous on travaille déjà avec Dr Data, donc ils ont trouvé la porte d'entrée a priori. Et je reconnais, en fait, je pense que pour vivre ça vraiment dans le quotidien, parce que je suis sollicité vraiment régulièrement, en fait, et peut-être qu'il faut qu'on s'organise un peu mieux de notre côté, mais il y a une vraie volonté, parce que moi je fais suivre aux personnes que je trouve qui potentiellement pourraient être intéressées, etc. En fait, on n'arrive pas à dire non, pour être très clair. Aussi parce que souvent on trouve ça intéressant, on a envie, mais c'est peut-être pas le bon moment. Et fermer la porte en disant non, c'est un peu dur, alors que ça se trouve dans 3-4 mois. En fait, dans 3-4 mois, le besoin va vraiment ressortir et je vais me retourner vers l'entreprise. Et d'ailleurs, ça a été le cas chez Dr Data. On s'était vu à un moment, finalement, ça ne s'est pas fait. Et après, le besoin est revenu, on avait besoin d'un accompagnement réglementaire et tout ça. On vous a recontacté et c'est revenu. Donc c'est à vous de vous interroger pour laisser la porte un peu ouverte. Voilà, en fait, il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre parce que vous dire non, on n'est pas intéressé, c'est quand même dur. Et il faut voir que nous, en interne, les demandes et les contacts, on les fait vraiment circuler. Et c'est aussi le bouche à oreille et c'est aussi un travail, même si on a le digital pour nous aider, mais partager toutes ces expériences et compétences, c'est pas facile. Complètement. Alors, je suis content, j'ai une question sur le chat, donc on va la traiter quand même. Quelles sont les étapes pour collaborer avec les EDS? Donc, je pense que c'est un start-upper qui dit ça. Qui peut éventuellement détailler un peu ça? Sacha? Le micro? Alors, bon an, mal an, rapidement, quoi. On va pas faire un tour... c'est pas une course d'étapes, quoi. Les étapes, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu que les EDS, c'est enfin ça pour certains dates, mais ils sont aujourd'hui, il y a un élan, même une volonté nationale d'améliorer les EDS.
Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est en fonction des établissements, il n'y a pas quelque chose de très structuré. C'est ça. C'est ça, c'est le problème. Est-ce que c'est clairement explicité pour les startups quand elles demandent si elles peuvent accéder à un EDS, par exemple à Brest? Est-ce que vous leur dire, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça? Justement, ça dépend. Alors, on a un petit guide qui a été fait même par la CNIL avec, je ne sais pas, vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les MR 03, 04, etc. Donc, ça va être une réglementation principalement pour les recherches cliniques entre établissements publics, mais on a également une MR spécialisée pour les établissements, pour les solutions privées. Mais c'est vrai que je ne veux pas me lancer dedans parce que je ne suis pas vraiment expert dans ce domaine. Samantha? Alors, le parcours, on l'a un peu expliqué tout à l'heure. Peut-être ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'identifier qui a un EDS. Donc ça, là-dessus, la CNIL est en train de faire un travail de recensement qui devrait, je pense, paraître en septembre, qui sera actualisé tous les 6 mois, qui fera la cartographie de tous les entrepôts avec finalement leur périmètre, le type de données de manière très macro qu'on va pouvoir y trouver et un point de contact. Donc ça, à mon avis, déjà, ça devrait simplifier. Après, tous les EDS, finalement, répondent peu ou prou au référentiel CNIL. Et en fait, à chaque fois, il va falloir, pour accéder à ces données, avoir un synopsis, un protocole de recherche et rentrer en fait dans une dynamique après de mise à disposition des données.